Bonjour à vous, chers amis paradoxiens, et bienvenue sur le premier épisode des Folies du Paradoxe. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 théories ensemble sur l'univers de Paradox Comics. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, les courts-métrages et tout ce qui a été produit par Paradox Comics, je vous prierai de quitter cette vidéo pour ne pas être spoilé. Sauf si vous êtes sadomaso, auquel cas, vous pouvez continuer. Bon, bref, trêve de mondanité et attaquons le sujet. Préparez-vous un bon plat de pâte à la sauce tomate avec un bon bubble Xerox et on y va. Attaquons tout de suite avec la première théorie sur Proteus, comme vous l'avez vu sur le titre qui s'est affiché tout à l'heure. Alors, Proteus, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes, vous ne savez pas ce que c'est. Je vous avais prévenu qu'il fallait regarder les épisodes, hein. Je vous avais prévenu. Bon, donc, dans l'épisode numéro 1 de Morgan Parker, a été introduit le cadran Proteus. Normalement, pour ceux qui ont vu tous les épisodes, ça vous rappelle déjà quelque chose. Car effectivement, c'est le nom que s'est donné le duc plus tard dans la série Joshua Parker. Je suis Proteus, dieu de la transformation. Attaquons tout de suite un petit morceau d'histoire avant de continuer. Dans la mythologie grecque, Protée était un dieu marin. Donc en grec, ça se prononce, à votre avis, Proteus. Voilà, c'est magnifique, vous l'avez pas deviné, hein. Avouez-le. Donc bref, c'est un dieu marin, une divinité marine, qui a le don de pouvoir se métamorphoser. Et je vous le rappelle, le duc a le don de métamorphose, et il prend plusieurs fois une apparence différente, comme par exemple celle de Peter. Bref, après cette petite intervention historique, parce qu'on n'en a pas appris tellement, parce que le reste... le reste ça a importé peu pour le moment, donc on s'en fiche. Bref, donc revenons au cadran Proteus. Alors, le cadran Proteus est un cadran qui permet de révéler les pouvoirs des destructeurs de l'humanité. Ça sonne un peu apocalyptique comme ça, je le sais, mais bon, on fait avec. Donc, les gens, ils peuvent détruire l'humanité, voilà. Et qui déteste l'humanité? Le duc. Le duc qui s'est appelé plus tard Proteus. Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir, n'est-ce pas? Jusque-là, le lien n'est que nominal. Mais les coïncidences vont commencer à s'enchaîner dans la série. Car effectivement, dans la série Morgan Parker, nous savons que ce cadran Proteus a été produit par la société Somniatech. Et qui travaille à cette société Somniatech? Le docteur Valentine et le docteur Lewis. Qu'on voit dans l'épisode 23 de Joshua étant manipulé par le duc. Tel des pantins. Et qui court après le cadran Proteus dans l'épisode 1 de Morgan Parker jusqu'à vouloir tuer les sous-fifres qui l'ont perdu? Ludwig Valentine. Voilà, tout simplement. Ce qui nous amène à une première hypothèse, entre guillemets, serait que le duc se serait d'abord appelé Proteus et ensuite aurait donné son nom à cette invention. Oui, car comme vous le savez, dans Joshua Parker, Morgan Parker ou même tous les autres courts-métrages de Paradox Comics, l'espace-temps est spécial. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment d'espace-temps, qu'on peut traverser parmi les dimensions, et Joshua le fait très bien d'ailleurs. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que le duc s'est appelé Proteus avant de nommer le dit cadran Proteus. Vous voyez ce que je veux dire. La seconde hypothèse serait que le duc est un destructeur de l'humanité et aurait tiré son nom du cadran Proteus qui l'aurait transformé ainsi. Personnellement, je n'y crois qu'à moitié, car effectivement il a des pouvoirs, mais on sait déjà que c'était une sorcière à la base. Donc à mon avis, il n'a pas dû tirer ses talents magiques du cadran Proteus. Revenons donc sur la première hypothèse. Nous savons que Morgan Parker a eu des pouvoirs suite à la rencontre physique avec ce cadran Proteus. Voilà. Et si on part du principe que le duc a créé le cadran Proteus, et par conséquent Sly Murder, eh bien on pourrait se dire que c'est pour cela que le duc veut garder avec lui Morgan, pour avoir un certain contrôle sur lui, et ne pas qu'il détruise toute l'humanité, avec lui y compris. C'est un peu bête quand même.
Voilà, c'est fini pour cette première théorie. Attaquons avec la deuxième. Oui, on va en parler. Cette théorie va se découper en 2 hypothèses. La première serait de partir du principe que Abby est simplement écosexuelle. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est simplement sa sexualité et il n'y a aucune raison bizarre derrière au fait qu'elle ait mis sa main dans un trou d'un tronc d'arbre et qu'il y ait eu un liquide blanc étrange sortant de celui-ci. Et enfin, la deuxième hypothèse, qui va être un peu plus longue que celle-ci, puisque cette fois c'est une hypothèse avec des rebondissements étranges, eh bien, ce serait qu'elle ait eu un traumatisme dans son enfance ou dans sa vie humaine sur Terre, dans la réalité de sa réalité. Oui, bon, on est dans le monde du paradoxe, vous attendez pas à ce que ce soit très compréhensible. Vous finirez par comprendre. Enfin bref. Donc ça résulterait probablement d'un traumatisme. Nous savons qu'elle a été élevée par l'oncle Curtis, car elle le dit dans l'épisode 0. Donc sa sexualité viendrait de là. Voilà, et sa perversité aussi du coup. Donc il se pourrait qu'elle ait eu un traumatisme avec sa sexualité et que du coup elle ait eu des séquelles mentales. Je pense que ça serait vachement plus probable que l'autre. Mais bon, peut-être qu'un jour on le découvrira dans un prochain épisode, qui sait. Cette théorie était un peu atypique, comme sa sexualité d'ailleurs. Voilà. Et nous passons tout de suite à une autre théorie, parce que ça devient gênant. Voilà. Au prochain. Quand vous voyez le titre de Triangle Rouge, je suis pratiquement sûre à 99% que vous ne savez pas où est-ce que je vais en venir. Donc, dans les scènes d'amour entre Joshua et Sarah, ainsi qu'entre Joshua et le duc, nous pouvons remarquer l'étrange présence d'un triangle rouge renversé sur le dos de Joshua. Le triangle est beaucoup trop régulier pour être une marque de naissance, par conséquent, nous allons pouvoir écarter cette hypothèse immédiatement. Mais alors la question est, depuis quand c'est là? Et surtout, par quoi a-t-elle été causée? Alors là, nous sommes face à un gros flou tout de même, parce qu'on pourrait se dire que c'est parce que Joshua et Morgan sont des sujets d'expérience, et que donc c'est une marque qu'ils auraient peut-être tous les deux, et qui permet de les différencier des autres sujets d'expérience. Mais bien sûr, rien ne peut prouver ça. Mais cela pourrait être aussi le marquage de la juste prison sur ces chasseurs de prisonniers, futurs prisonniers, enfin bref, criminels quoi. Mais encore une fois, on a très peu d'éléments qui prouvent ça, voire pas du tout, à part le fait qu'il fait partie de la juste prison. C'est maigre. Alors là vient une autre hypothèse qui, elle, par contre, a un petit peu plus de fondement. L'hypothèse qui me paraît la plus probable serait celle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour ceux qui n'étaient pas attentifs au cours d'histoire, c'est parti pour un mini-cours. Donc, j'ai revêtu ma plus belle blouse pour vous, afin de vous expliquer l'histoire des camps de concentration. De la Seconde Guerre. Des nazis. Voilà. C'est joyeux, hein, on aime bien la joie ici. Donc, les gens qui étaient déportés par les nazis dans les camps de concentration, ils étaient tous mélangés. Le problème pour les SS, c'est qu'ils avaient du mal à reconnaître les prisonniers qui étaient là parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient homosexuels ou tziganes, etc., etc. Donc pour ça, ils ont décidé d'installer un système de marques pour savoir qui a fait quoi et les traitements qui leur sont réservés. Comme par exemple, crever dans d'atroces souffrances en se faisant gazer, ou par exemple subir d'atroces expériences, comme par exemple essayer de leur faire avoir les yeux bleus, ce qui ne marche pas, hein. Tout le monde sait que c'est pas possible. Ils sont cons. Donc ils l'ont fait quand même. Voilà. Donc ce marquage consiste en plusieurs triangles. Et donc ces triangles ont chacun une couleur particulière qui représente quelque chose de particulier. Comme par exemple le triangle rouge inversé justement est là pour les prisonniers politiques.
jusque-là, vous me dites, mais Joshua, qu'est-ce qu'il ferait prisonnier politique? Politique de quoi? Eh bien, tout simplement, c'est fait pour les prisonniers politiques, donc des gens qui faisaient partie de la politique, donc qui peuvent faire partie de la politique allemande, française ou quoi que ce soit. Généralement, d'ailleurs, il y a la première lettre du pays, dans la langue allemande, qui est inscrite sur le triangle rouge. Mais dans certains cas, ce n'est pas écrit, et là, ce n'est pas écrit. Donc, jusque-là, on pourrait dire que Joshua a peut-être été un prisonnier politique dans les camps de concentration et aurait été marqué comme tel. Les prisonniers politiques peuvent aussi être des personnes ayant participé, ou en tout cas étant suspectées, dans des attentats politiques contre le parti nazi, ou tout simplement faisant partie d'un parti politique, comme par exemple le communisme, totalement opposé à l'idée du nazisme. Donc en gros, c'est peut-être des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, et qui sont là quand même. Voilà, fin du mini-cours. Donc, maintenant que vous savez tout sur la Seconde Guerre mondiale et ses différents marquages, je vais pouvoir revenir à la série Joshua Parker. Donc, dans cette fameuse série, nous avons des éléments qui corroborent cette hypothèse, comme par exemple le fait que lorsqu'il rencontre Silver pour la première fois, il lui demande s'il fait partie de la réalité où tous les nazis auraient envahi le monde et auraient pris le pouvoir, ou bien s'il fait partie de la réalité où les nazis ont été battus et sont partis. Voilà. Ce à quoi Silver répond que non, il vient de notre dimension, donc la dimension dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire la dimension où les nazis n'existent plus, ils ont été emprisonnés, tués, massacrés, tout bordel. Vous savez, normalement, si vous avez suivi vos cours d'histoire, pas comme moi. Pour le moment, c'est tous les éléments que nous avons sur cette théorie, et je dois vous avouer qu'elle est assez étrange et assez mystérieuse. Mais à mon avis, on en apprendra beaucoup plus sur la suite des épisodes, et peut-être qu'on aura une petite éclaircie concernant ce fameux triangle rouge étonnant qui apparaît. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce premier épisode des Folies du Paradoxe. Et n'hésitez pas à en débattre en commentaire, me dire ce que vous pensez de toutes les petites théories que je vous ai proposées. Et n'hésitez pas vous-même à en écrire, parce que j'en raffole. Et je serai ravie de vous en présenter la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, parce que je sais pas, tout le monde demande ça, alors je demande aussi. Et partagez en masse sur vos réseaux sociaux, c'est super important, on a besoin de vous. N'hésitez pas non plus à nous suivre justement sur ces 10 réseaux sociaux, car vous aurez accès à plusieurs informations, vous pourrez communiquer avec Paradox Comics et avec les acteurs, je suppose que ça vous intéressera. On a aussi un Discord officiel, mais tous les liens, ne vous inquiétez pas, sont dans notre barre d'infos, et je ne vais pas les énumérer ici, parce que ça ne sert à rien. Voilà, allez voir la barre d'infos, c'est important, les informations dedans. Bon, moi je vous laisse, un elfe éborien a pris quelque chose qui m'appartenait, et je dois le récupérer.